1944. La domination de l'Allemagne nazie touche à sa fin. Pourtant, dans les derniers mois d'un conflit dévastateur, Hitler nie l'évidence d'une défaite annoncée. Dans une tentative démente d'inverser le cours de la guerre, malgré la débâcle de la Wehrmacht sur le front de l'Est et une pluie de bombes des forces alliées qui s'abat sur l'Allemagne, il alimente son armée affaiblie par des recrues de plus en plus jeunes. Après 5 ans de guerre et de violents combats, le régime nazi est anéanti sous le feu des Alliés. L'Allemagne est désormais un pays sans État, dont la plupart des villes ne sont plus qu'un tas de cendres. Avec l'effondrement de la Wehrmacht, des milliers de soldats allemands sont capturés dans toutes les zones de combat d'Europe et parqués dans des camps créés à la hâte par les différents vainqueurs. Il y eut 11 millions de prisonniers de guerre allemands, 9 millions de déplacés et 1 million de disparus. Parmi eux, des enfants âgés de 8 à 17 ans. Surpris par la jeunesse de ces petits soldats, les Américains les traitent d'emblée avec une attention particulière, malgré leur statut de prisonniers de guerre. Jamais auparavant des enfants n'avaient été utilisés de cette façon à des fins militaires. Ils furent donc considérés comme des victimes du régime nazi, ayant été embrigadés et fanatisés dès leur plus jeune âge. Environ 10 000 de ces enfants issus des jeunesses hitlériennes seront envoyés en tant que prisonniers de guerre dans le camp d'Attichy, dans l'Oise, où ils seront séparés des adultes et regroupés afin d'être rééduqués dans une section spéciale appelée Baby Cage. Baby Cage. Non, ce sont nous seulement qui, n'est-ce pas, qui connaissent ça. N'est-ce pas, Baby Cage, ça a été quelque chose, oui, comment dire, quelque chose de spécial pour Attichy. Attichy, c'est un petit village entre Reims et Soissons, en France, Attichy. Et là, à cette époque-là, donc en 1945, il y avait un très grand camp de prisonniers allemands réalisé, pour ainsi dire, par les Américains. Un très, très grand camp de prisonniers. Ça a été très certainement, pour les Américains, aussi le camp où ils ont réuni, pour ainsi dire, tous les gosses, quoi, tous les enfants. J'ai eu mon 17e anniversaire au camp de Attichy. Mon 17e anniversaire au camp de Attichy. Les générations qui ont connu la guerre ont bien souvent du mal à en parler. C'est au hasard d'une conversation que mon père, Winfried Bursch, m'a parlé de l'école des Baby Cage et de son premier séjour en France au printemps 1945 dans le camp d'Attichy en tant que prisonnier de guerre. Je me suis donc intéressée à cet épisode historique singulier et je me suis aperçue que pratiquement personne n'en avait jamais entendu parler. Sachant que le temps était compté et que les derniers témoignages se feraient de plus en plus rares, j'ai décidé de suivre mon père avec ma caméra afin de recueillir son récit. Aujourd'hui, âgé de 92 ans, son expérience de prisonnier de guerre fut pour lui, paradoxalement, un premier pas vers la liberté. Donne-moi la main, comme ça. À partir de 1943, pratiquement toutes les grandes villes allemandes ont été régulièrement bombardées par les Américains et les Anglais, n'est-ce pas? Hamburg, Köln, München, finalement Dresden, et donc il manquait de personnel. C'est pour ça que la Wehrmacht ou la Luftwaffe, etc., ont décidé
et ben, s'il n'y a plus de soldats, on n'a qu'à recourir à des élèves. La soi-disant, entre guillemets, naturellement, patrie allemande, n'est-ce pas, nous a envoyés dans la DCA, ça veut dire dans une partie de la Luftwaffe. Moi, j'y étais à partir du 5 janvier 1944 jusqu'au 6 avril 1945. Parce que le 6 avril 1945, nous, comme Luftwaffenhelfer, on a été libérés, pour ainsi dire, par les Américains qui nous ont fait prisonniers de guerre. On n'a pas eu de jeunesse, on n'a pas eu d'une évolution normale, on n'a pas eu de possibilité de se développer, etc. Moi, personnellement, j'aurais aimé faire une carrière de musicien. Mais on a été envoyé à la DCA, n'est-ce pas, pourquoi ça, n'est-ce pas, pour défendre une ville des bombes américaines ou anglaises, etc. N'est-ce pas? Incroyable. 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 Au moment où j'ai été donc envoyé à Kassel comme Luftwaffenhelfer, j'avais 15 ans. 15 ans. Au moment où les Américains se sont approchés de Kassel, nous, surtout les jeunes, ont dit « alors maintenant, de toute façon, la guerre est finie, on va s'en aller ». Et puis la SS avait dit que nous, on devrait monter sur un champ près de Kassel pour défendre la région contre une attaque prévue des chars américains. Et il y avait un champ où il y avait des trous partout déjà préparés. Donc on était comme ça dans les trous avec des fusils, etc. Mais personne ne savait comment s'en servir, n'est-ce pas, de ces fusils-là. Dans chaque patrie de la DCA, il y avait toujours un sous-officier. Et puis chez nous, ça a été un sous-officier qui, dans sa vie privée, n'est-ce pas, a été étudiant de médecine. Il s'est appelé d'ailleurs Manfred Wodrich. Et puis à ce moment-là, il a décidé, à partir de maintenant, vous allez entendre uniquement tout ce que je vais vous donner. Moura! Et puis on va s'en aller vers la forêt, près de Kassel. On s'est caché du matin jusqu'au soir, sous des arbres, etc. Et puis après peut-être de 5 ou 6 jours, on a rencontré une sorte de hutte, et puis celle-ci a été pleine de femmes, de familles et enfants, et tout le monde a crié « Oh, surtout pas ça, vous êtes des soldats, allez-vous-en, n'est-ce pas, s'il y a encore les Américains, alors tout ce monde sera tué, allez-vous-en, etc. » Et puis lui, Manfred, il disait « Regardez les soi-disant soldats, ce sont des enfants comme vous, laissez-les dormir une fois, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu la possibilité de dormir. » Alors finalement, on a été accepté, on s'est reposé un peu, on a pu se mettre comme ça, n'est-ce pas, pour pouvoir dormir un peu. Et puis le matin, vers 6 heures à peu près, il y avait un bruit de moteur dehors. Et puis à ce moment-là, on s'est dit, nous, les Luftwaffenhelfer,
Alors, ça c'est très certainement maintenant de la SS. Et puis, si ils vont nous trouver ici, avec nos uniformes de la DCA encore, alors on serait très certainement exécuté aussitôt. On serait exécuté aussitôt. Et puis on s'est dit au revoir, n'est-ce pas, tout le monde comme ça. Au revoir, bonne chance, etc. Et puis la porte s'est ouverte et c'était un officier américain. Ça a été un officier américain. Et il nous a dit, à nous les Waffenhelfer qui avaient des uniformes naturellement, vous êtes maintenant des prisonniers de guerre. Des prisonniers de guerre. Et à partir de ce moment-là, nous, on a été des prisonniers de guerre. Et c'est comme ça que finalement, on a été transportés jusqu'en France, dans le grand camp américain pour prisonniers de guerre allemands. La France est libérée, mais les souffrances ne s'arrêtent pas pour autant avec la fin des hostilités. Et le sort des prisonniers allemands n'intéresse personne. Le contexte de la libération de la fin de la guerre 1945 en France au sujet des prisonniers de guerre allemands, on peut dire qu'en fait c'est une question à la fois française et à la fois américaine en ce qui concerne les camps de prisonniers de guerre allemands en France. Une question française parce que ça se passe sur le territoire français, une question américaine parce que ce sont des camps installés par l'armée américaine avec des prisonniers de guerre allemands sous autorité américaine et pour lesquels les Français finalement n'ont aucune autorité. À partir de mai 1945, mais aussi avant bien sûr, il y avait des interrogations à ce sujet-là. Que faire de l'Allemagne après-guerre? Que faire de ce pays problématique au plein milieu de l'Europe? Est-ce qu'on va refaire les mêmes erreurs qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, donc d'imposer une paix dure à l'Allemagne? Est-ce qu'on essaye justement d'injecter un esprit démocratique en Allemagne? Et finalement, que ce soit la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis, pour ce qui concerne l'Allemagne de l'Ouest, prennent des politiques très différentes. Et c'est finalement les Américains qui ont la conception la plus pragmatique de cette vision de l'Allemagne d'après-guerre en voulant en faire un bloc de résistance contre le bloc communiste. En fait. Pour les Américains, la guerre se poursuit dans le Pacifique. Et à partir de mai 1945, tout est fait pour réacheminer les troupes qui ont combattu en Europe. Il faut essayer de soulager toute cette machinerie de l'armée américaine. Et pour faire ça, on se sert de centaines de milliers de prisonniers de guerre allemands qui vont travailler à la construction de camps, non seulement pour leur propre usage, mais aussi pour le rapatriement des troupes américaines. Et puis, il y a le problème des jeunes Allemands, des Hitlerjugend. Et Günter Grass, qui a été l'un d'eux, qui a été prix Nobel de littérature, l'auteur du Tambour, disait « Nous étions trop jeunes pour être nazis, mais nous étions assez âgés pour être modelés par le régime. » Ce qui montre bien donc que dans l'Allemagne d'après-guerre qu'il va falloir reconstruire, il va falloir changer, si possible, la mentalité de ces jeunes Allemands. Les Américains découvrent cette réalité-là au moment d'entrer en Allemagne, de prendre en captivité ces soldats allemands dans leur masse, par exemple dans la poche de la Ruhr, au printemps 1945. Mais ces prisonniers-là, même les prisonniers très jeunes, dans un premier temps, ils sont éloignés de la zone de combat comme tout prisonnier de guerre. Ils sont emmenés dans des camps en France, essentiellement pour ensuite être triés selon leur âge. How about the military training of this young man, Sergeant? Was für Ausbildung haben Sie bekommen? Hattag. Ja, und was noch?
Laser. Haben Sie Waffen gehabt? Was? Waffen, Feldwehr. Nix. So nix. Well, they just had close order drill, but they never had any training with weapons. Has this youngster ever had any combat or been around combat with American troops? Haben Sie gegen amerikanische Truppen schon gekämpft? Was? Haben Sie gegen Amerikaner gekämpft? 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 Ja, Nicht gegen verstanden. Amerikaner. Haben Sie geschossen gegen Amerikaner? Geschossen. So. Nix, wir nix Nix. schossen. Oh, they says they never fired a shot. Never fired a shot. How old, what's the age of this boy? Wie alt sind Sie? 12. 12 years old. 12 years of age, and he's had 3 years of military training. Well, Sergeant, I think we're finished with this young man. We'll put him back to PW Cage with the other youngsters back there. Also, das ist alles. Jetzt können Sie weg. Alles? Alles. Contrairement à la plupart des autres enfants, mon père avait grandi sous l'influence de son père qui s'était ouvertement opposé au nazisme à travers le mouvement de résistance de l'Église confessante. Il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, ça a été en 1936. En 1936, n'est-ce pas, que mon père est mort comme pasteur de l'Église confessante contre les lois des nazis. Hitler avait essayé de conquérir le camp protestant en formant une église à son obéissance, mais tous les protestants n'étaient pas d'accord, au contraire. Et il y a eu tout un groupe de pasteurs et de protestants convaincus qui sont entrés en résistance. Il y avait en 1935 ici les lois contre les Juifs, et puis mon père, comme pasteur, il a dit on ne peut absolument pas accepter ça. Dans le village où il a été pasteur, il y avait un instituteur qui a un super nazi, et puis il est toujours allé dans l'église. Et puis lui, l'instituteur, il a écrit tout ça, ce que mon père a dit. Et puis, avant que mon père ait été rentré à la maison, il y avait déjà la Gestapo. Et ça a été comme ça chaque dimanche. Les têtes pensantes de la Bekennende-Kirche ont été massacrées, décapitées par Hitler. C'est le sermon donc de mon père du 24 mars 1935 dans l'église à Pitzerwitz. Et le titre a été Warum wehren wir uns als christliche Deutsche gegen eine neue Religion? Et la nouvelle religion, ça a été l'idéologie du national-socialisme. Le 6 juin 1936, dans la même année où les Américains et les Anglais et les Français ont reconnu, n'est-ce pas, ont reconnu encore le gouvernement nazi, n'est-ce pas, mon père a été déjà tué, pour ainsi dire, par la Gestapo. Hein. Je pense avec émotion, Marie, à votre grand-père, qui ne savait pas que c'était sa dernière prédication, mais qui quand même est allé là ce dimanche à dire « Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Me voici debout, autrement je ne puis. » Après m'être ainsi plongée dans l'histoire à travers les récits de mon père, j'ai décidé de me rendre sur les lieux du camp d'Achichi dans l'espoir d'obtenir de nouvelles informations sur ces fameuses baby cages. C'est à la gare d'Achichi, devenue entre-temps une maison privée, que je me suis d'abord arrêtée afin de visualiser l'endroit où les masses de prisonniers de guerre allemands avaient été débarqués. Depuis la gare, j'ai suivi le chemin emprunté par les prisonniers jusqu'à l'immense plateau, aux abords des villages de Croûtoy et Haute-Fontaine, où plus rien ne laisse imaginer la charge d'un passé mouvementé, sinon les ruines d'une ancienne tour de contrôle.
En 1939, l'armée française exproprie quelques cultivateurs pour créer un terrain d'aviation de secours. Il n'aura pas l'occasion de servir, mais après la victoire des troupes allemandes, eh bien, ce terrain secondaire va être réactivé et pendant un peu plus de 2 ans, c'est une escadrille de reconnaissance qui va s'installer sur ce plateau complètement dépourvu d'arbres. Ce terrain va connaître un changement de nature puisqu'il va servir à abriter le plus grand camp de prisonniers allemands d'Europe occidentale. Il est clair que ce camp-là se situe près du chemin de fer, donc pour 2 raisons. D'abord pour acheminer les prisonniers de guerre de façon pratique et la moins contraignante possible, la plus rapide possible, mais aussi pour pouvoir ensuite les réacheminer vers d'autres camps. On est arrivé en train, dans des wagons ouverts, et puis quand on a passé des ponts en Belgique et en France, c'était des gens qui se sont mis là sur les ponts, n'est-ce pas, pour jeter des pierres, n'est-ce pas, sur nous, dans les wagons là. Les Américains vont avoir très vite une utilisation très pragmatique de ces camps-là en les transformant en vivier de main-d'œuvre pour la logistique essentiellement de l'armée américaine le long des axes de communication. Les Américains ont dû ramasser tous les soldats allemands, etc. Et puis nous aussi, on a été dans un grand camp américain du côté du Rhin, à Andernach. Et puis après, on a été envoyé en train à Namur en Belgique. Et puis de Namur, on a été transporté en train de nouveau en France. Et le train s'est arrêté dans une petite gare près de Attichy. Les prisonniers avaient très peu de contact avec l'extérieur, on va dire vraiment l'extérieur du camp. D'ailleurs, certains prisonniers ne savaient même pas qu'ils étaient à Crouthois. Donc eux, débarquant des trains, ils voyaient marqué Attichy. Après, ils remontaient le mont de Torche, donc la côte, pour aller se diriger vers le camp, pénétrer à l'intérieur du camp, et puis voilà, c'était leur vie. C'était une masse énorme de prisonniers de guerre allemands dont les Américains ont dû s'occuper. On ne savait pas comment faire pour survivre. Comment ça se passait avec les habitants du village ? Il n'y avait pas du tout de problème avec les habitants du village, puisqu'ils étaient enfermés là-bas, derrière les barbelés. Je me rappelle qu'il y en avait des jeunes. Ils montaient de la gare d'Attichy au début, et ils passaient là au village. Et nous, on était gamins. On suivait toujours derrière, si jamais il laissait tomber quelque chose, pour le ramasser. Les civils ont connu, même après la libération, une pénurie, les tickets de rationnement. Quant aux prisonniers, ils ont connu un subtil changement de dénomination. Ils ont perdu leur statut de prisonniers de guerre, qui, selon la Convention de Genève, leur permettait d'obtenir la même ration alimentaire que les soldats au front. À partir de ce moment-là, leur ration alimentaire a diminué. Et le camp de Crouthois, qui était déjà surnommé le camp de la faim, a mérité définitivement son surnom. Alors, il faut imaginer ce camp, un quadrilatère, grossièrement 1200 mètres sur 600 mètres de côté, où il ne pousse absolument rien, l'herbe a disparu sous le piétinement des prisonniers, on a planté des tentes à perte de vue, et il y a un axe médian qui traverse l'ensemble du camp. Donc le camp est divisé en 10 parties, 10 compounds, et à l'intérieur de chaque compound, il y a des cages.
Dans ce camp d'Atichy, conçu pour 60 000 prisonniers, certains disent qu'on a eu jusqu'à 100 000 prisonniers, c'est peut-être un petit peu exagéré. Il a d'abord fallu soustraire les jeunes à la concupiscence des plus âgés. On est dans le contexte de camps de prisonniers de guerre très vastes et où on a des prisonniers qui sont les uns sur les autres à longueur de journée, âgés de 40, 50, 60 ans, avec des prisonniers très jeunes. Moi, j'avais à ce moment-là 16 ans. 16 ans à ce moment-là. Et puis les Américains ont décidé donc de séparer les enfants qu'ils ont appelés des babies dans un camp spécial. Et les Américains ont appelé ça le baby cage. Donc dans certains rapports de la Croix-Rouge, on peut lire entre les lignes que ça se fait aussi pour ce qu'ils appellent des questions morales. Parce que ce qui se passe dans ces camps de prisonniers de guerre, c'est en fait souvent une économie sexuelle qui se met en place entre hommes avec des échanges de nourriture contre des faveurs sexuelles. Voilà pourquoi ils ont été regroupés dans ce qu'on appelle les baby cages. La documentation concernant les fameuses baby cages étant très rare, chaque témoignage en est donc d'autant plus précieux. La cage aux enfants d'Atichy. Ce rapport d'expérience écrit par l'un des prisonniers choisis comme enseignant par l'administration du camp raconte la mise en place d'un programme de rééducation alors qu'aucune armée au monde n'avait encore été confrontée à des prisonniers aussi jeunes et endoctrinés. Bon, la jeunesse pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est une page très sombre de l'histoire de l'Europe. Ce choc de la défaite est tellement grand qu'il n'y a pas de perspective. Cette perspective-là, elle va se construire doucement par des acteurs qui vont avoir été rééduqués par les Alliés, mais aussi par les églises, par les personnes, les Allemands qui reviennent de l'exil, les rares survivants des camps de concentration, les politiques qui reviennent, les social-démocrates qui reprennent leur rôle dans l'Allemagne d'après-guerre. Donc ce sont ces gens-là qui vont redonner une perspective à l'Allemagne. D'après ce témoignage, ce serait Joseph Wirth, un ancien chancelier de la République de Weimar, de confession juive, exilé aux États-Unis depuis 1933 et membre du service de renseignement militaire, qui aurait demandé à Karl Schiffer, lui aussi classé anti-nazi, d'organiser l'école des baby cages. C'est ainsi qu'il raconte. Le commandant du camp d'Atichy, le major William McGrath, était le père spirituel des baby cages. Avant d'être affecté au grand quartier général américain de Reims, il était à la fois l'ami paternel et l'assistant social des garçons qui se trouvaient dans une grande détresse corporelle et psychique. Par la suite, le capitaine Alfred C. Johnson a continué l'action de son prédécesseur avec tout autant de bienveillance. D'après un rapport de la Croix-Rouge datant du mois d'août 1945, il y aurait eu 7 421 jeunes prisonniers de guerre internés dans le camp d'Atichy. Mais d'après ce témoignage, leur nombre aurait en fait largement atteint les 10 000 enfants. L'idée, c'est que l'organisation du camp, les Américains gèrent la partie administrative avec l'extérieur, et il y a une certaine autogestion interne. Justement, c'est une manière aussi de réintroduire de la démocratie, de réintroduire du débat, de réintroduire du vote, et de réintroduire également des procès, entre guillemets, équitables. Le capitaine Francis Tourtelot, un professeur d'allemand originaire de l'État de Rhode Island, fut chargé d'appliquer le programme de rééducation selon les méthodes qui avaient été utilisées aux États-Unis dès 1944 dans le camp de prisonniers de guerre allemand de Fort Getty. Toutes les autres matières furent enseignées par les 150 professeurs désignés parmi les prisonniers du camp. On fait du sport, on chante, et puis on apprend de l'histoire. Mais on apprend l'histoire des États-Unis et non pas l'histoire de l'Allemagne.
Parce que cette histoire, elle est chargée de véhiculer les valeurs de la démocratie. Donc les Américains ont une histoire riche et ancienne à ce sujet. En revanche, les Allemands, en guise de démocratie, n'ont que la République de Weimar, qui a été très courte et qui a été honnie, elle a été pointée du doigt. Alors comment faire comprendre aux Allemands quelles sont les valeurs de la démocratie ? Il fallait justement apprendre ces jeunes à obéir, mais autrement que de manière militaire. C'est pourquoi d'ailleurs Francis Tourtelot a institué comme salut, non pas le salut militaire, mais « bonjour monsieur ». Une fois par semaine, c'était des soldats américains noirs, des noirs toujours, qui nous ont accompagnés pour sortir, par exemple, du camp. Alors, comme ça, on a l'impression d'être un peu véritablement en liberté, etc. Et puis, les soldats américains noirs nous ont distribué, n'est-ce pas, des chocolats et des sucreries, etc. Tout ça. On a pu se promener dans la Champagne. Les États-Unis, pendant la Seconde Guerre mondiale, sont un pays où règne la ségrégation raciale. Et ça s'applique aussi à l'armée américaine qui se bat en Europe contre l'Allemagne nazie. Donc en fait, on a une situation en beaucoup d'endroits où les soldats allemands sont surtout en contact avec des soldats noirs américains. Et on se retrouve dans le contexte de deux groupes de soldats qui sont mis en marge de l'armée américaine, puisque les prisonniers de guerre sont des prisonniers de guerre. Les soldats noirs américains sont discriminés au sein de leur propre armée et vont se créer parfois des liens de solidarité entre ces deux groupes. Les soldats noirs américains étaient plus compréhensifs, ayant l'interdiction de donner une cigarette aux prisonniers, ils l'allumaient et la jetaient par terre. Vous voyez, donc voilà, pour ne pas faire voir qu'ils donnaient une cigarette, bon, hop, pof, et ils ne l'avaient pas donnée en fin de compte. Donc, vous voyez. Mais il se trouve que le professeur Tourtelot avait décidé que pour leur santé, ces jeunes ne devaient pas fumer. Et donc, il a supprimé les rations de cigarettes. Et il faut croire que la démocratie avait commencé à faire son chemin, puisque quelques 300 jeunes sont venus se plaindre en délégation, en demandant qui avait décidé ça. Et quand il les a renvoyés de manière assez abrupte, eh bien, ils se sont révoltés en criant « battez-le, jetez-le au fossé ». Donc il y a eu ce mouvement d'humeur qui est un bon signe finalement, un signe que peut-être le projet fonctionnait. Et la punition qui s'en est suivie a été privée de petit déjeuner. Pour nous, on se dit toujours espérons que on sera libérés avant notre 17e anniversaire, parce qu'après le 18e anniversaire, les Américains ont eu l'habitude d'envoyer tous ces gens-là dans les camps français. Et puis, ça n'a pas été drôle. Dans les camps français. Finalement, à Atichy, dans ces deux camps, le camp des hommes militaires adultes, prisonniers de guerre, et les baby cages, où il y avait les jeunes qui avaient bien participé à la guerre et pour lesquels les Américains faisaient des efforts énormes pour les aider à sortir de leur vécu atroce, cette juxtaposition entre ces deux forces, à la fois de destruction par la faim et de sauvetage par l'éducation des jeunes dans les baby cages, c'est d'une certaine façon très très questionnant. Alors c'est vous, monsieur Armelin ? Oui. Mon père était prisonnier dans le camp, à côté. Voilà, donc c'est pour ça que je viens vous voir. Pardon ? Vous aviez des contacts parfois avec les prisonniers ? Oh non, très peu. Très peu ? Ah non, ils étaient carrément cloisonnés sur le plateau, vous voyez. Il y avait une entrée du camp, et l'administration était là, quoi, groupée dans les baraquements. L'hiver était très froid, et l'été faisait très mauvais, très chaud,
C'était impossible. Et est-ce que vous avez entendu parler des baby cage? Des baby cage. Je me souviens pas. Ce qui est certain, c'est que ces jeunes ont bénéficié de conditions de vie un peu meilleures que celles des autres prisonniers, notamment au niveau de la nourriture. Alors l'ennui, il n'y a rien de plus terrible pour des prisonniers. Et ces jeunes disposaient bien sûr de quelques jeux, mais on les voit très souvent dans le reportage de Life, allongés sur des couvertures, essayant vainement de dormir. Alors ils pouvaient trouver un réconfort auprès de la religion, notamment de pasteurs, qui avaient été recrutés, d'abord parce qu'ils étaient garantis anti-nazis, on avait vérifié avant qu'ils ne propageraient pas la mauvaise parole, et ils permettaient à ces jeunes une évasion, un contact finalement avec le pays qui n'était plus un contact de guerre, mais qui était au contraire un message de paix et un message d'espoir. La mission des théologiens devait donc permettre à ces enfants restés sans nouvelles de leur famille, d'atténuer leurs angoisses et de les aider à se reconstruire selon les valeurs chrétiennes. L'administration américaine du camp avait ramassé tous les prisonniers qui avaient quelque chose à faire avec la théologie. Et eux, ils étaient réunis dans le baby cage. Ça a été le Chaplin américain. Et puis ça c'était des pasteurs prisonniers qui étaient dans la tente des théologiens. Les théologiens avaient une véritable tente. Là, on pouvait descendre dans le fond de la terre. Et puis, c'était presque comme une salle d'audience, avec une grande bibliothèque offerte par la Croix-Rouge de Suisse et par la Croix-Rouge de Paris. Geschenk der Ökumenischen Kommission für die Pastorisation der Kriegsgefangenen. Ja, und hier so haben wir da das Alte Testament durchgearbeitet. Und hier Hebräisch. Ich habe da Hebräisch gelernt in Atishi. Il était possible pour les plus courageux de reprendre leurs études, mais il ne faut pas oublier que beaucoup les avaient interrompus pour faire la guerre. Et ce fossé qui s'était creusé entre leur vie de jeunes étudiants et puis la réalité brutale de la guerre a été très difficile à combler. Ce qui m'a touchée, ce sont les poèmes qu'ils ont écrits. Si j'étais un oiseau, je m'envolerais comme une flèche dans les airs à travers le pays natal tant attendu. Les parents sont-ils encore vivants? La maison tient-elle encore debout? Sont-ils tous en bonne santé? Aucune réponse ne me parvient. Je suis prisonnier et je dois attendre. C'est aussi leur désir de faire de la musique. Ils découvrent ainsi les grands compositeurs, les artistes et les écrivains juifs qui avaient été interdits par le régime nazi. On leur avait fait venir des instruments de musique de Paris. Certains d'entre eux ont écrit des morceaux de musique. Et ça, je trouvais que c'était extraordinaire. Il y avait également une scène pour les concerts et les représentations de pièces de théâtre. L'apprentissage de la liberté passait donc par la culture, mais aussi par l'application des lois démocratiques à travers un tribunal organisé et géré par les jeunes prisonniers. Ce tribunal était composé de 12 jeunes juges, d'un président âgé de 17 ans et d'un avocat de la défense pour chaque accusé ayant outrepassé les règles du camp. Tous les rapports de la Croix-Rouge font état d'une discipline exemplaire dans la cage des enfants. Il y avait un programme philosophique assez ambitieux, avec des ouvrages de Platon, par exemple. Et donc, pour des jeunes qui avaient une quinzaine d'années et qui avaient été déscolarisés, peut-être ne mesurait-on pas, justement, le décalage, les dégâts que la guerre avait pu faire. Mais finalement, ce qui était important, c'est que chacun puisse trouver une voie. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est leur confirmation
Ils étaient donc encadrés, ça vous le savez, par des théologiens. Et j'ai appris que l'évêque de Beauvais, Monseigneur Rédard, était venu un 15 août pour la confirmation de ces jeunes. Et ça, c'était aussi vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance de voir les deux côtés, n'est-ce pas, les deux côtés. Premièrement, donc, le côté normal des représentants dans le baby cage, n'est-ce pas? J'en faisais partie, mais en dehors de ça, j'ai pu profiter aussi d'une situation spéciale au milieu du baby cage. Mais alors donc des gens comme toi qui ont profité de la situation spéciale de ton âge, il y en avait combien dans la tente? Il n'y avait qu'une seule personne, c'était moi. Il n'y avait que toi dans cette tente? Moi, j'ai été le seul baby dans la tente. Ah oui. Oui, qu'on l'ait mis, lui, le seul jeune, dans cette tente des pasteurs, lui-même fils de pasteur, ça me paraît assez probable, parce que les membres de l'Église confessante, qui étaient évidemment secrètes, mais se connaissaient entre eux, et donc je suppose qu'avec son nom de famille, on a su tout de suite que c'était un fils de pasteur. J'ai retrouvé des photos. De Atifi? Oui. Du camp ou de... Du camp, oui. Tu veux les voir? Oui. Ça, c'était un article d'un journal américain, de Life Magazine. Ach du liebe Güte. Tu le connais? Bébé. C'est formidable. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? C'était les caisses de nourriture. Ach du liebe Güte. Ja, Hitlerjugend. Ja. Ach, da die Zelte da. Tu reconnais? Da die Zelte da alle. Ach du liebe Güte, ja, so war das. So war das? So war das, ja. So war das hier, die Zelte da. Genau so war das, ja. Das Theologenzelt, das war auch so, aber das ging dann in die Erde rein. Und diese Massen von... Furchtbar. Dans cette fameuse tente des théologiens, mon père avait donc été chargé d'accomplir, en plus de ses études, des actions sociales pour les autres enfants qui avaient des problèmes psychiques, particulièrement les plus jeunes. Cela l'avait dispensé de répondre au questionnaire du capitaine Tourtelot, dont il ne connaissait même pas l'existence avant que je lui en parle. Il y avait des questionnaires remis aux Allemands, jeunes ou vieux, qui rentraient au pays, et on les interrogeait, par exemple, avec des questions comme Hitler méritait-il d'être pendu en place publique? Eh bien, on avait quand même parmi ces jeunes plus de 20% qui disaient non. Hitler a été un grand idéaliste. Donc, il y a eu 2254 oui et 4024 non. Quand on mettait sous les yeux de ces jeunes des films, dans le programme, il y avait quelques films de libération de camps de concentration, des images horribles. On aurait pu penser que tous auraient abandonné leur endoctrinement. Eh bien non. La plupart, quand on leur demandait « Trouvez-vous normal qu'un Allemand épouse une Juive ?» la plupart répondaient oui. Mais ils étaient plus d'un tiers à dire que ça les dérangeait quand même. Si l'Allemagne avait gagné la guerre, nous serions en ce moment en train d'acclamer le Führer. Réponse. 3138 oui, 2414 non.
Ça, c'était des réponses. C'était des réponses de quelques-uns de ces jeunes. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors ça, il paraît qu'il y avait quelques-uns qui ont dit « We hate Hitler ». We hate Hitler. Donc ce programme de rééducation qui a duré quelques mois, il est très difficile d'en faire une évaluation. Peut-être a-t-il été surtout mené aussi à des fins de propagande. Nous étions déjà dans les prémices de la guerre froide. L'objectif était certainement de montrer les bienfaits de la démocratie à ces jeunes pour éviter qu'ils ne tombent dans le communisme, alors que justement les relations avec l'ancien allié devenaient exécrables. À la fin de l'été qui avait été très chaud, il y eut une tempête qui inonda le camp et il apparut évident que les cours ne pourraient pas se poursuivre en hiver, ni même en automne. Face à la nervosité grandissante des garçons et afin d'accélérer le processus d'un éventuel retour au pays, plusieurs assemblées furent organisées entre les responsables allemands des Baby Cage et le commandement du camp, où il fut finalement décidé que tous les jeunes prisonniers devaient rentrer chez eux. Début septembre, une trompette sonna le moment tant attendu du retour au pays et des cris de joie résonnèrent dans tout le camp. À propos de l'expérience de rééducation des Baby Cage, Robert Levinson, médecin de l'armée américaine, écrit une lettre à un ami. Nous sommes parvenus à remporter les batailles qui nous ont fait gagner la guerre. Or, je ne suis pas aussi optimiste quant à l'enjeu de gagner la paix. Aujourd'hui, en tant qu'inspecteur médical, j'ai accompagné à leur train le premier groupe de prisonniers de guerre allemands, des jeunes âgés de 12 à 17 ans, pour leur rapatriement en Allemagne. Mon sentiment, dans ces derniers moments passés avec eux, est celui d'un échec. Le peu qui a été accompli est grâce à l'initiative individuelle de 2 ou 3 officiers de l'armée américaine qui gèrent le camp d'Atichy. Ces jeunes Allemands ont bien assimilé le catéchisme nazi. La notion et l'application de la démocratie demandent bien trop d'efforts à des esprits si profondément engourdis. Cette histoire d'Atichy d'un côté et de l'autre, et surtout l'histoire des Baby Cages, il faut la raconter parce que c'est une histoire d'humanité, d'amour. Il n'y a plus de personnes encore vivantes qui pourraient relater tous ces faits du moment. Hein. Si, mon père. Ou votre papa, oui. Le seul qu'on ait trouvé. Ah ouais. Oui, ça c'est... Je suis même ébahi qu'un monsieur de 16 ans était prisonnier là-haut. J'imaginais pas. Hein. Le Baby Cage des Américains a été une œuvre de l'humanité et de l'amour du prochain réalisé vis-à-vis de la jeunesse allemande. À la différence de ce que la jeunesse allemande a connu avant, c'était la prédication de la haine. De la haine. Haine pour tout le monde, sauf pour les nazis eux-mêmes. Mon père, qui avait eu la chance d'habiter Marbourg, l'une des rares villes allemandes épargnées par les bombardements alliés, retrouva donc sa famille à son retour. Après avoir repris ses études au sein des Baby Cage, il décida d'apprendre le français et se maria quelques années plus tard avec une Française. Vous savez ce que mes parents ont fait quand ils se sont mariés? Non. Notre voyage de noces a été à Verdun. Ah. Ça voulait dire quelque chose. Oui. À Verdun, et là donc alors au Fort Douaumont. Waouh! Waouh! Voyage de noces à Verdun. Oui, je trouve ça très... Je suis bouche bée. Et puis
on s'y est installé pour se dire plus jamais ça. Vive la paix. Vive la paix. Si l'expérience des baby cages n'a peut-être pas obtenu les résultats escomptés de par sa nature improvisée et éphémère, elle aura malgré tout permis à ces 10 000 enfants soldats d'oublier pendant quelques mois les horreurs de la guerre et d'entrevoir par la fenêtre de l'éducation la perspective d'une autre voie possible. Par le prisme des universités, Winfried Bursch fera partie des premiers artisans des jumelages entre les villes françaises et allemandes. On a été tenu par les Américains vraiment d'une façon presque vraiment humaine. Une fois par semaine, on a pu quitter la présence des barbelés. Finalement, je me suis dit, j'aimerais bien connaître au moins la langue de ce pays qui nous a donné à plusieurs moments l'expérience de la liberté.